du cancer de la prostate et de sa récidive, le point de vue du radiologue, présenté par Nosratou bin Khaled, qui est du service de radiologie de CHU Bordeaux. Merci, Monsieur le Président, mes chers maîtres, mes chers confrères. Je tiens à remercier initialement les membres de la Société de médecine nucléaire de m'avoir associé à cette manifestation. Alors, le thème qui m'a été confié porte sur l'imagerie du cancer de la prostate. De point de vue donc, radiologique, ce thème il est très vaste, il suscite beaucoup d'intérêt et nous disposons jusqu'à présent du scanner qui est remplacé progressivement par l'IRM au vu de ses performances. Et donc, le scanner, donc, il présente une résolution en contraste et une résolution spatiale qui s'avère toujours insuffisante pour explorer la prostate, ce qui a limité ses indications dans ce domaine. Et donc, il m'a semblé judicieux de vous parler au cours de cette présentation que de l'IRM de la prostate. Vous savez tous que de par son indication historique, l'IRM de la prostate a été donc, pendant longtemps l'outil diagnostique utile pour le bilan d'extension. Mais les urologues s'en sont rapidement détournés parce qu'elle n'avait pas fait sa preuve. Et progressivement, donc, avec l'avènement de l'imagerie fonctionnelle, la dynamique tout d'abord et la diffusion ensuite, les choses ont changé. Auparavant, la biopsie était réalisée avant l'IRM et on parlait de biopsie systématisée. Désormais, l'IRM a progressivement pris une place lorsqu'elle est réalisée avant la biopsie et on parlait plutôt de biopsie ciblée. Et donc, j'attire votre attention sur le fait que l'IRM est utilisée pour la cartographie des foyers agressifs tumoraux. Elle est capable actuellement de préciser, de détecter ces petits foyers tumoraux, préciser leur localisation et leur taille. Mais les enjeux de la cartographie sont énormes. Tout d'abord, la détection plus précoce des foyers agressifs pouvant passer inaperçus sur les biopsies et donc éviter les sous-diagnostics. Accessoirement, une faible détection des foyers quiescents et donc éviter également les surdiagnostics. Et donc cette IRM dite actuellement de détection, elle permet une meilleure décision thérapeutique en offrant la possibilité elle intervient dans une meilleure sélection des patients pouvant bénéficier d'une surveillance active et ceux qui peuvent bénéficier d'un traitement actif. Pour répondre à ces enjeux, l'IRM doit obéir à des critères de qualité et des critères d'interprétation bien codifiés. Tout d'abord, je vous rappelle que l'IRM est recommandée actuellement avant la toute première série de biopsies parce que lorsque la biopsie est réalisée antérieurement, elle va être faussée par les artefacts hémorragiques comme vous voyez ici. Et si la biopsie elle a été déjà réalisée, il faut attendre un délai minimum de 6 à 8 semaines après le geste. Deuxièmement, j'insiste sur une bonne préparation du malade. L'évacuation rectale 30 minutes avant l'examen, elle s'impose. La vidange vésicale, elle est également préférable pour diminuer les artefacts de mouvement. Une injection de spasmolytique associée à une contention abdominale permettra également de diminuer les mouvements dus au mouvement péristaltique. Je vous annonce également que l'utilisation d'une antenne endorectale, certes intéressante, mais elle n'est pas obligatoire actuellement pour faire une IRM de la prostate. Gardez à l'esprit que la force du champ magnétique ne retentit pas de façon significative sur la qualité de l'examen en termes de résolution en contraste. Et on peut obtenir donc le même résultat donc avec le 1.5 Tesla et également avec le 3 Tesla. Vous avez certainement entendu parler, ou vous avez vu dans les publications, parler de l'IRM multiparamétrique. En effet, l'IRM de la prostate est dite multiparamétrique parce qu'elle comporte impérativement l'association de 3 types d'imagerie. On a l'imagerie T2, l'imagerie de diffusion et l'imagerie dynamique. Toutes ces séquences doivent obligatoirement explorer l'ensemble de la prostate et l'intégralité de la vésicule séminale. Toutes ces séquences doivent être réalisées dans le même plan de coupe exactement. Commençons par l'imagerie T2. Elle doit comporter au moins 2 plans de coupe, un plan de coupe axial et un deuxième coronal.
L'essentiel, c'est de respecter le plan de référence. Le plan de référence, c'est le bord postérieur de la prostate qui est strictement parallèle à l'ampoule rectale. Pour l'imagerie de diffusion, elle présente plusieurs valeurs de B. Il y a la valeur de B minimale aux alentours de 50 et 100 et des valeurs de B élevées au-delà de 1400. L'idéal, c'est un B2000. Actuellement, le B2000 est à considérer comme la 4e séquence, donc obligatoire en imagerie multiparamétrique. La séquence de diffusion offre à la fois une analyse qualitative et une analyse quantitative. Voyons ici, c'est une image native AB600. Par la suite, ici, c'est un B2000. Et elle doit être donc impérativement interprétée avec une séquence de cartographie d'ADC qui offre la possibilité d'une analyse quantitative. Donc, vous entendez parler de restriction de la diffusion. Qu'est-ce que c'est la restriction de la diffusion? C'est un signal qui persiste élevé à des valeurs de B assez élevées. Donc, une intensité de signal qui se majore en augmentant le B et qui se traduit sur la cartographie d'ADC par un niveau de gris assez foncé. Sinon, si on doute, on peut prendre des mesures lorsque c'est possible. Donc, mettre un ROI au sein de la lésion et garder uniquement un seul chiffre. Donc, c'est le dixième de percentile qui pourrait donc être un bon prédicteur de malignité. Pour l'imagerie dynamique, c'est très simple. Ce sont des acquisitions jointives obtenues toutes les 10 secondes. Et l'objectif de cette acquisition dynamique, c'est de mettre en évidence un pic de rehaussement précoce et intense, un bon prédicteur de malignité. Outre donc les conditions techniques, l'interprétation d'une IRM prostatique, elle est bien codifiée. Donc, une console multiparamétrique s'impose. Il faut associer à la fois, donc sur cette console doit s'afficher une séquence T2, une séquence avec une valeur élevée de B, ici le B2000, une carte d'ADC et au moins une acquisition dynamique. Le fait de lier ces séquences ensemble, on va pouvoir identifier à chaque niveau de coupe toute anomalie de signal, on va pouvoir automatiquement correspondre donc la lésion sur les autres séquences. Et de ce fait, il y a une exigence qui est assez, donc vraiment c'est une exigence. Toutes les séquences doivent avoir la même épaisseur, le même centrage et le même emplacement. Outre la console multiparamétrique, l'analyse est réalisée également de façon systématique, dite en 3 étapes. Pourquoi 3 étapes? Parce que tout simplement, il y a 3 principales zones à vérifier l'une après l'autre. Et ceci nous amène à rappeler quelques éléments de radioanatomie. Ici, donc, un schéma donc, intéressant qui permet de décrire l'anatomie zonale selon McNeil. Vous voyez donc ici un schéma donc, éclaté, une vue éclatée de la prostate. Au centre, il y a la zone de transition qui est autour de l'urètre. La zone centrale de forme pyramidale inversée qui englobe dans sa partie inférieure la zone de transition. Un peu plus en arrière et autour, la zone périphérique qui, comme une main, elle englobe et recouvre les 2 segments glandulaires préalables. Un peu plus en avant et en haut, vous retrouvez le stroma fibromusculaire antérieur. Voici la correspondance sur des images d'IRM, sur donc des coupes allant de la base vers la périphérie. Vous avez certainement reconnu au centre cet aspect en E. Donc, c'est la zone périphérique, aspect en U, avec 2 cornes antéro-latérales. Donc, le signal de cette lésion, il est généralement iso-intense chez le sujet jeune. Il peut se modifier avec l'âge et avec l'apparition de remaniements inflammatoires. Au centre de l'image, vous voyez la zone de transition. C'est le siège préférentiel donc, de développement d'une hyperplasie bénigne de la prostate. Il est hétérogène. Et donc, l'hétérogénéité ici est particulièrement donc, intéressante parce que le témoin d'une bénignité. Vous remarquez ici, donc vous repérez la symétrie par rapport à l'urètre. J'attire votre attention ici sur ce nodule. Il est franchement bénin. Pourquoi? Parce qu'il est en hypersignal T2, parce qu'il est bien délimité par une capsule périphérique en hyposignal franc. C'est ça la symbologie typique d'un nodule bénin au sein de la zone de transition. Entre les deux, il y a, vous voyez ici, la zone périphérique et la zone de transition, il y a un lisuré donc, en hyposignal qui marque donc, la transition. Voilà, donc maintenant vous avez une idée sur les conditions techniques, les conditions d'interprétation, l'anatomie zonale de la glande prostatique. Voyons comment ça se présente un cancer de la prostate. Vous voyez ici disposé, donc, comme sur une console multiparamétrique, la séquence T2, la séquence de diffusion,
Là, c'est la carte d'ADC et l'imagerie de perfusion dynamique. La première chose à voir, c'est la séquence de diffusion. Et vous voyez donc un hypersignal T2 franc. Il faut chercher la correspondance automatique sur les autres séquences. Ça correspond donc à un hyposignal de la zone périphérique sur la séquence T2. Ça correspond à une chute de signal significative à niveau de grille foncée sur la carte d'ADC. Donc, hypersignal T2 AB élevé avec une chute de signal sur la carte d'ADC, c'est ça la restriction de la diffusion, avec une prise de contraste intense après injection devant cette myologie. Donc, le diagnostic est facile. Il s'agit d'un cancer de la zone de transition. Donc, c'est facile du moment où on a une concordance entre les différentes séquences. Vous voyez ici un autre exemple, mais qui intéresse la corne antérolatérale, qui est généralement d'exploration plus délicate, donc hyposignal T2, avec une chute de signal sur la carte d'ADC, prise de contraste, c'est un cancer de la zone périphérique. Voyons la zone transitionnelle. Vous avez certainement remarqué d'emblée, vous avez repéré cette masse, donc aux dépens de la zone de transition, et qui s'oppose en tout point à ce nodule d'hyperplasie bénigne de la prostate, parce qu'il est homogène, c'est un hyposignal franc, mais qui est homogène de limites irrégulières. Il dépasse la ligne médiane, il envahit le lobe contralatéral, et qui se traduit sur la séquence de diffusion en hypersignal franc, une chute de signal sur la carte d'ADC et une prise de contraste modérée. C'est une sémiologie typique d'un cancer donc, de la zone de transition, mais sachez que donc, pour la zone de transition, on peut se confier uniquement à la séquence T2. C'est la séquence clé et les séquences de diffusion et de perfusion ne font qu'en conforter le diagnostic. Ici, c'est plus compliqué. Un petit nodule donc, en hyposignal T2. On doute vraiment sur sa présence. Sur la séquence AB600, à peine visible, elle n'a pas de traduction sur le B600 ni sur l'injection dynamique. Et vous voyez ici donc tout l'intérêt du B2000 qui montre un hypersignal franc donc, au niveau de la zone de transition qui conforte le diagnostic d'un cancer. Maintenant, c'est à vous de voir la zone de transition ici également. Donc, est-ce que vous avez vu donc, le nodule? Elle est là. En hypersignal, donc en diffusion, il apparaît en hyposignal T2 avec chute de l'ADC et prend le contraste. S'agit-il d'un cancer? Un seul élément qui plaide contre ce diagnostic. En fait, au cours de ma recherche bibliographique, je me suis penchée sur l'étude de Chenet, publiée en 2013. Il a étudié 137 nodules dans 20 cancers et il n'a trouvé aucun nodule cancéreux aux dépens de la zone postérieure. Et donc, je me suis permis de vous proposer cette diapositive qui illustre les différents critères distinctifs entre une lésion bénigne versus lésion maligne. Et vous voyez pour la lésion bénigne, l'hétérogénéité, certes, l'aspect encapsulé, bien limité, le siège postérieur, il peut conforter notre présomption diagnostique, et versus lésion maligne, elle s'oppose en tout point. C'est l'homogénéité et surtout l'absence de limite nette, le caractère mal limité, qui plaide en faveur du caractère tumoral malin. Pour le stroma fibromusculaire antérieur, c'est très simple. Il suffit de le localiser. Sur les séquences sagittales, il apparaît à ce niveau, en hyposignal. C'est une zone aglandulaire, c'est une structure musculaire. Elle apparaît en hyposignal franc. Il faut savoir le repérer sur un plan sagittal. Pour le localiser également en plan axial, toute restriction ou une prise de contraste devra justifier une biopsie ciblée. Donc, à l'issue de ces illustrations, l'interprétation d'une IRM de la prostate vous paraît facile, mais en réalité, nous faisons face à des dossiers beaucoup plus complexes. Il y a beaucoup de difficultés diagnostiques qui sont expliquées essentiellement par l'absence de concordance entre les séquences et des insuffisances également d'ordre technique. Mais ce qui est important, c'est la valeur ajoutée et incontestable de ces différentes séquences. La T2, la diffusion et la dynamique n'est plus à prouver. Vous voyez ici sur des publications déjà anciennes, sur cette courbe ROC, le T2, donc, il ne donne pas des résultats réellement satisfaisants, mais si on associe, tout simplement on associe la diffusion, vous voyez donc une nette amélioration. Et on associe la perfusion, l'amélioration elle est également là, mais elle est moins significative. Et donc à l'issue de ces conclusions, les radiologues ont relu les IRM faites après la biopsie. Ils ont essayé de confronter les résultats par rapport aux pièces de prostatectomie.
Et au terme de ce travail, ils ont conclu, ils ont trouvé que l'IRM, pourquoi pas, elle s'avère intéressante s'il est réalisé avant la biopsie, parce qu'il existe une bonne corrélation avec le score Gleason, avec le volume tumoral et avec l'architecture histologique. Avec une biopsie, au cours de ce travail, ils ont trouvé qu'il y a une bonne corrélation avec un Gleason 7, le volume dépasse de 0,5 cc avec de bonnes performances diagnostiques. Donc l'étape ultérieure, c'est de prouver l'intérêt de l'IRM réalisé avant la biopsie. Et vous voyez ici 2 méta-analyses, et vous remarquez sur ces méta-analyses, parmi de nombreuses publications, une meilleure détection des cancers agressifs par les biopsies ciblées que par les biopsies systématiques avec de bonnes valeurs de sensibilité. Et donc le vent pousse clairement vers une IRM précédant la biopsie. Mais est-ce que c'est bon? Non, parce que l'IRM n'est pas assez spécifique. Il y a 40 à 75% de lésions focales décrites comme malignes sont finalement bénignes. Il existe un large chevauchement des apparences d'IRM et des lésions bénignes et malignes avec de nombreuses combinaisons possibles. Et vous voyez, donc, je vous invite à voir ce cas. T2, diffusion, carte d'ADC et perfusion dynamique. Vous voyez là un hyposignal, donc T2, et qui se traduit par vraiment un discret hypersignal en diffusion, mais sans traduction sur la carte d'ADC, ni sur la séquence avec perfusion. Alors, cancer ou pas cancer? Et donc, vous voyez là que l'IRM multiparamétrique n'est pas réellement le noir ou le blanc. Il y a beaucoup d'intermédiaires. Il y a le gris clair, il y a le gris foncé. Donc, il nous faut des étapes intermédiaires. Et disons des étapes intermédiaires, autrement dit, disons score. Le premier score qui a été établi, c'est le score de Likert. C'est un score plus ou moins subjectif. Il quantifie la certitude et les doutes du radiologue sur une échelle de 1 à 5. Donc, revenons sur ce cas. Qu'est-ce qu'on va lui donner en tenant compte de ce score Likert? 2 séquences positives sur 3. Donc 3 parce que la diffusion s'interprète avec l'ADC. Donc 2 séquences sur 3 et donc on va lui donner 3. Qu'est-ce que c'est le 3? Tout simplement, c'est une incertitude. Par contre, ici, hyposignal franc, restriction de la diffusion, prise de contraste sur le dynamique, et donc on va lui donner un score 5. Nous sommes certains que c'est un cancer de la zone périphérique. Encore ici, hyposignal intermédiaire, donc au niveau de la zone périphérique, rehaussement modéré, mais sans traduction sur la diffusion. Comme d'habitude, 2 séquences sur 3, on va donner 3. Et donc, vous remarquez qu'avec le score de Likert, il y aura beaucoup d'incertitudes parce qu'il y aura beaucoup de 3. Donc, le score de Likert est un score biphotométrique en plus, et donc de faible reproductibilité inter-observateur. Le coefficient de kappa est de 0,56. Certes, ce n'est pas nul, mais ce n'est pas suffisant. Comment peut-on améliorer ces résultats? Premièrement, une première version du score PIRATS a été proposée, mais vite abandonnée au profit d'une deuxième version, c'est le PIRATS 2. Le PIRATS 2, c'est un système, calqué à un autre système que vous connaissez tous, le système PIRATS, mais il se distingue par cette donnée, la pondération de séquences dominantes. Donc, le score PIRATS, c'est comme le Likert, c'est une échelle à 5 niveaux, mais il y a la notion de séquence dominante. C'est-à-dire, pour la zone périphérique, on voit la séquence de diffusion, c'est elle qui est prépondérante pour le diagnostic. Par contre, pour la zone transitionnelle, c'est la séquence T2 qui est prépondérante pour le diagnostic. Pour le dynamique, il est où? Ce score, il donne un intérêt limité pour l'injection dynamique. Et donc, voyons comment ce score se présente. J'ai mis directement les images de la publication. Vous voyez le PIRATS 1, c'est un aspect donc strictement normal sur la diffusion. Par contre, le score PIRATS 4 ou 5, c'est le cancer. Le 4 ou le 5, c'est un hyposignal franc qui est donc une zone donc, avec une restriction nette de la diffusion dont la taille ne dépasse pas les 15 mm. Pour le 5, seulement le critère taille qui va faire la part, c'est une lésion au-delà de 15 mm. Et donc, on va donner 3 pour les anomalies focales modérément hypointenses en ADC et visibles sur les hautes valeurs de B. Donc, ça vous rappelle le dossier précédemment déjà présenté. Donc, vous voyez là, zone donc, en hyposignal franc, hypersignal diffusion et une restriction. Puisqu'on est sur la zone périphérique, nous allons regarder d'emblée la diffusion, donc hypersignal intense, avec une chute de signal significative sur l'ADC. La lésion ne dépasse pas les 15 mm, on va mettre PIRATS 4.
L'écart 5 parce qu'on est certain du diagnostic. Voilà. Pour la zone transitionnelle, c'est l'imagerie T2. Également, donc, à 5 niveaux. Le PAI-RATS 1, c'est un aspect normal. Le PAI-RATS 2, c'est la sumologie typique d'un nodule d'hyperplasie bénigne de la prostate. Pour le PAI-RATS 4 et 5, c'est un aspect typique de cancer de la prostate, c'est-à-dire un hyposignal franc homogène avec des limites irrégulières. Et donc, on va donner 3 pour toutes les autres catégories, donc pour toutes les lésions qui ne peuvent pas être classées en catégorie 2, 4 ou 5. Voyons un exemple. Voyons la séquence T2, hyposignal franc, limite irrégulière. Donc déjà le diagnostic de PAI-RATS 4 est peut-être posé donc, uniquement sur la séquence T2. Si on associe les autres séquences, la diffusion et l'injection dynamique, on va pouvoir dire que c'est un PAI-RATS 4 avec un score de Likert à 5. On est sûr de notre diagnostic. Alors, quelle est la place de la dynamique? La dynamique, elle a une valeur très limitée, elle est soit négative, soit positive. Et on va considérer que la dynamique est positive, sauf s'il y a une prise de contraste focale, précoce et intense. Donc, cela vous semble compliqué, mais ce schéma ou ce tableau vous résume vraiment l'ensemble de ces constatations. Il y a une bonne corrélation pour la zone périphérique avec la diffusion, sauf pour le score 3. Pour le score 3, il va falloir regarder également la dynamique. S'il est négatif, on va rester sur 3. Et s'il est positif, nous passons à 4. Pour la zone donc, de transition, le score est donné à 3. Nous allons voir la diffusion. Et devant la restriction de la diffusion, on va donner 4. Voyons des exemples. Le cas de tout à l'heure, on était à un score de Likert 3. Alors qu'ici, vous voyez donc un hyposignal T2. La restriction, donc ici, il n'y en a pas. Donc, il n'y a aucune anomalie de signal sur la carte d'ADC. Par contre, le signal, il est modéré. Et en injection, pas d'injection. Donc, si on se réfère au score PAI-RATS d'emblée, qu'est-ce qu'on va donner? C'est un PAI-RATS 3. Il y a un hypersignal modéré sans véritable restriction. C'est un PAI-RATS 3. Il va falloir donc regarder la dynamique, parce qu'on est sur la zone périphérique, et la dynamique, pas de rehaussement notable, et nous restons également à PAI-RATS 3. S'il y avait un rehaussement, nous passons à 4. Voilà donc l'exemple, hyposignal T2, une discrète restriction de la diffusion, jusque-là PAI-RATS 3. En regard d'injection, il y a une prise de contraste intense, et nous passons à 4. Donc, selon les recommandations 2018, devant tout PAI-RATS supérieur à 3, donc, il faut indiquer des biopsies systématisées et des biopsies ciblées également. Donc, vous avez remarqué que l'imagerie multiparamétrique intervient dans la détection des foyers tumoraux, estimer leur degré d'agressivité en se référant à un score dit PAI-RATS. Et qui dit score, donc il faut établir exactement la localisation. Et pour localiser donc, une lésion dans un secteur donné, il faut se référer, selon les nouvelles recommandations, à cette sectorisation de prostate en 39 secteurs. Voyons un exemple. Comment peut-on sectoriser donc, la lésion? Une lésion en hyposignal franc sur la zone périphérique, elle est en hypersignal donc diffusion et avec restriction nette. Donc c'est un score PAI-RATS 4. On va le placer sur ce schéma qui devra faire partie donc associé à notre compte rendu. Ici la zone est apicale et on va localiser la lésion au niveau du PZ-PL, c'est-à-dire le segment postérolatéral de la zone périphérique. Donc, le score PAI-RATS semble résoudre beaucoup de problèmes en tant que prédicteur significatif de malignité des lésions focales, mais il garde encore des insuffisances. Il fait l'objet de plusieurs débats, mettant en cause la limite de taille. Pourquoi pas 15? Pourquoi pas 12 ou 13 mm? Donc, d'où ça vient donc, ce critère taille? La très mauvaise reproductibilité interlecteur avec un coefficient kappa de 0,46. Ils mettent en cause essentiellement, donc ils remettent en question le rôle limité de cette imagerie dynamique dans le calcul de ce score. Et ils proposent toujours l'associer, donc un score Likert avec ce score PAI-RATS. Outre la détection et la cartographie, donc l'imagerie intervient dans le bilan d'extension. Et j'insiste essentiellement sur l'extension au-delà de la capsule, l'extension périprostatique.
Là aussi, le score, il n'y a pas de score standardisé, c'est un score Likert. Et les hautes valeurs donc, de ce score sont données à l'extension périprostatique mesurable. Donc, à partir du moment où la lésion devient mesurable, elle est évidente, on va lui donner un 5. L'extension à la vésicule séminale sous forme d'une prise de contraste ou d'une restriction de la diffusion. L'extension au sphincter distal ou au col vésical sous forme d'une prise de contraste. Et vous avez certainement remarqué l'intérêt ici, dans l'extension périprostatique, tout l'intérêt de l'imagerie dynamique. Il y a également des signes prédictifs d'extension à l'espace périprostatique qui sont en continuité avec le score PIRATS. Il y a une bonne corrélation avec le score PIRATS, avec le coefficient d'ADC lorsqu'il est inférieur à 19e de percentile, avec la taille tumorale lorsqu'elle dépasse les 15 mm, c'est-à-dire un PIRATS 5, et également la longueur du contact avec la capsule, toujours à vérifier. Donc, permettez-moi de vous décrire à travers les illustrations des signes directs et indirects d'extension périprostatique. Parmi les signes directs les plus reconnus, donc, c'est l'effacement de la capsule. Vous voyez la capsule ici. Et donc, à un moment donné, il y a un effacement capsulaire, voire même un bombement et un épaississement des bandes neurovasculaires. Ce sont des signes directs d'extension prostatique. Là, c'est évident, c'est une véritable masse qui comble le trigone. Donc, c'est une extension dite mesurable. Pour les signes indirects, ils gardent vraiment un intérêt majeur parce que ce sont des critères objectifs, ils sont reproductibles et vous voyez là donc l'irrégularité capsulaire, cette rétraction. Il ne faut pas hésiter donc à mesurer l'extension du contact tumoral avec la capsule. Lorsqu'il dépasse 10 mm, c'est un bon critère prédictif d'extension périprostatique. Là, une extension des vésicules séminales, elle n'est pas toujours évidente. Il faut savoir utiliser les différents plans de coupe, regarder en coronal, en axial et en sagittal, rechercher cet hypersignal en diffusion et également la prise de contraste après injection de gadolinium qui pourrait conforter cet envahissement. L'extension vers le col vésical également sous forme d'une prise de contraste vers le sphincter sous forme d'un hyposignal en coupe axiale qui s'étend vers le sphincter ou en coupe coronale. Est-ce qu'on est bon dans le bilan d'extension? Est-ce qu'on est bon dans le bilan d'extension? Eh bien, je vous invite à voir cette méta-analyse qui a revu 75 études avec aux alentours de 9000 cas. Et à l'issue de cette étude, ils ont conclu à ça. L'IRM, elle n'est pas sensible pour la détection d'une extension périprostatique. Pourquoi? Ils ont essayé d'expliquer pourquoi. Ils ont trouvé que l'antenne endorectale peut améliorer relativement les résultats. Également, le 3 Tesla aussi. Mais le problème majeur, c'est un problème d'interprétation. Il conclut à ce qu'il faut confier les IRM de prostate à des experts. Voilà. Pour l'extension ganglionnaire, là aussi, on n'est pas bon. Le gold standard reste le curage ganglionnaire. Les performances sont similaires à celles du scanner, donc c'est environ 40%. Les critères sont des critères morphologiques. Critères taille, 8 mm pour le pelvis, 10 mm pour le lambeau aortique, la forme arrondie plutôt qu'ovalaire et le signal tissulaire plutôt non graisseux. Donc, l'IRM, elle occupe une place dans la détection, dans la caractérisation, dans le bilan d'extension, mais également, elle trouve sa place dans la récidive. La récidive, donc, elle est avant tout une récidive biologique, mais l'IRM multiparamétrique, actuellement, donc, il s'avère qu'elle est capable de détecter des récidives locales en imagerie dynamique et en imagerie de diffusion. Les données de la littérature, comme vous voyez ici, ils divergent énormément. Tout dépend du taux de PSA. Donc ici, une étude qui montre une sensibilité de 13% lorsque le PSA est inférieur à 0,3, alors qu'au-delà des 0,4, les chiffres donc aux alentours de 86%. Donc en voyant de façon proche cette publication, j'ai trouvé que les meilleurs entre 0,5 et 0,6 comme résultat pour la détection. Donc l'aspect en IRM, il varie en fonction de gestes thérapeutiques. En post-prostatectomie, il n'y a pas de place pour la séquence T2. Pour l'imagerie de diffusion, elle trouve toute sa place, mais a oublié cette cartographie d'ADC. Elle est gênée par les clips chirurgicaux et j'insiste sur l'intérêt de cette séquence AB2000. Pour l'injection dynamique, c'est une prise de contraste focale, mais n'est pas toujours précoce. Voyons un exemple. D'emblée, donc en post-prostatectomie, ce qui attire l'attention, c'est TPR signal en diffusion,
qui se traduit par un hyposignal T2. Et sur les séquences dynamiques avec soustraction, vous voyez cette prise de contraste. Et donc tout l'intérêt alors de la séquence de diffusion AB élevé pour conforter le diagnostic d'une récidive. Après radiothérapie, la lésion est généralement non visible, sauf si gros volume tumoral. C'est l'intérêt de la séquence dynamique. Il faut toujours rechercher le différentiel de rehaussement entre la lésion et les remaniements fibreux post-radiques. Et vous voyez ici, donc, pas d'anomalie sur la séquence T2. Par contre, il y a une importante prise de contraste après injection qui pourrait expliquer, qui pourrait donc justifier, étiqueter plutôt, voilà, une récidive tumorale. Donc, pour conclure, l'IRM multiparamétrique, elle permet de diagnostiquer avec une grande précision des cancers de la prostate que des biopsies peinent à les détecter. Couplée aux biopsies, donc, elle permet de consolider les résultats, tant positifs, tant négatifs. Elle permet de proposer aux patients des modalités de prise en charge plus adaptées. C'est un examen qui n'est pas sensible dans la détection d'une extension périprostatique et nécessite donc une bonne expertise. Elle doit respecter le protocole technique détaillé et ne nécessite pas un matériel vraiment trop sophistiqué. Tout centre d'IRM peut faire une IRM de la prostate. Par contre, donc, elle devra respecter une technique détaillée. Son interprétation doit être standardisée pour faciliter la transmission d'informations claires et cohérentes entre les praticiens. Je vous remercie.